Bonjour, bienvenue à cette capsule web. Mon nom est Philippe Voyer. Alors, le titre de la capsule, les aînés atteints de troubles neurocognitifs majeurs ont-ils le droit à une vie sexuelle? Donc, les troubles neurocognitifs majeurs, c'est la maladie d'Alzheimer ou les maladies apparentées. Euh, En fait, à différents moments de ma carrière, j'ai été consulté pour des situations où est-ce que un certain malaise pouvait être vécu par du personnel, des gestionnaires, par rapport à des rapports sexuels qu'il y avait entre des résidentes et résidents, par exemple. Et ils avaient surpris là, un couple lors de contacts sexuels. Et souvent, le réflexe en est un de protection pour eux. C'est de la protection. Ils vont séparer les personnes et ainsi de suite. Et encore récemment, là, j'ai été témoin d'enjeux à peu près similaires. Donc, je me suis dit que j'allais aborder dans une brève capsule vidéo. Bien, est-ce que les aînés atteints de troubles neurocognitifs majeurs ont le droit à une vie sexuelle? Alors, ben, quelle est l'opinion de la population, premièrement? Ben, en fait, lorsqu'on consulte la population, on me dit que la sexualité est importante, même pour les personnes atteintes de problèmes cognitifs. Si on pose la question au personnel soignant, dans les milieux d'hébergement, bien en fait, c'est plus partagé, puis on soulève là, quand même qu'il arrive là, malheureusement que le personnel soit contre les activités sexuelles entre les résidents. Donc, qu'il soit toujours dans un mode là, finalement de séparer les gens qui démontrent des gestes affectifs ou sexuels entre résidentes et résidents. D'autres éléments, lorsqu'on consulte la littérature concernant toute la vie sexuelle en milieu d'hébergement, donc pas seulement ceux qui sont atteints de troubles neurocognitifs majeurs, c'est quand même toute la notion de la diversité sexuelle en milieu de soins de longue durée. Je vous dirais qu'on a des croûtes à manger dans ce secteur-là. On voit un phénomène très particulier qui ont qualifié les chercheurs, les cliniciens dans ce domaine-là de retour dans le placard. Donc, des gens qui se sont affirmés dans leur orientation sexuelle, qui ont vécu une époque où ce n'était pas nécessairement facile, et finalement ont réussi à faire leur vie dans le respect, dans la dignité. Mais quand ils arrivent dans le milieu d'hébergement, ils ne se sentent pas nécessairement accueillis, compris, acceptés dans leur orientation sexuelle, si bien qu'il y a un retour dans le placard. Et d'ailleurs, lorsqu'on demande au personnel dans les milieux d'hébergement, est-ce que vous avez des résidents ou des résidentes qui sont homosexuels? Souvent, la réponse est non, on n'a pas d'homosexuels dans notre résidence. Alors qu'en fait, on devrait avoir une proportion similaire à ce qu'on retrouve en société. Donc, il y a un phénomène d'invisibilité concernant l'orientation sexuelle, la diversité sexuelle lorsqu'on arrive en milieu d'hébergement. Quelle est l'opinion des conjointes et des conjoints concernant la vie sexuelle avec une personne qui a des troubles cognitifs? Évidemment, leur réponse varie selon le stade de la maladie de leur conjoint ou conjointe, mais ils rapportent qu'ils ont un sentiment de perdre graduellement sa partenaire de vie. Puis concernant les milieux d'hébergement, bien, ils constatent qu'il y a des barrières quand même significatives à l'intimité. Les chambres qui ne sont pas barrées, donc les gens peuvent faire des intrusions à tout moment, et que ça demeure un sujet tabou là, dans le milieu de vie. Alors lorsque je me pose la question, les aînés atteints de troubles neurocognitifs majeurs ont-ils le droit à une vie sexuelle? Est-ce que nous sommes avant-gardistes de considérer ça comme une possibilité, de dire « Hey, ils ont le droit, là, une personne qui a un trouble cognitif, une autre personne qui a un trouble cognitif, est-ce qu'ils ont le droit d'avoir une vie affective sexuelle? Est-ce qu'on doit autoriser ça? » Bien, en fait, c'est pas très avant-gardiste lorsqu'on se compare à ce qui se passe au niveau international. Et la première fois que j'ai été exposé à ça, c'était dans un séjour là, en Suisse où j'ai appris l'existence, en fait, des assistantes et des assistants sexuels. Puis, en fait, non seulement ça existe, on reconnaît les besoins sexuels des résidentes et des résidents, mais en fait, on peut y répondre. Et pour certains pays même, il y aura un remboursement des frais de l'assistant ou l'assistante sexuelle. Donc, tout ça pour dire que on est loin d'être avant-gardiste, de s'intéresser à cette question-là et de tenter de se positionner d'une manière qu'on ne soit pas un obstacle au rapport affectif et sexuel entre résidentes et résidents. Alors, évidemment, c'est un sujet qui demeure très complexe, beaucoup d'éléments à considérer lorsqu'on arrive en clinique avec des situations, mais ce qu'on doit retenir quand même au niveau du droit, c'est que les gens ont le droit à une vie sexuelle. Donc, la maladie d'Alzheimer ou un trouble neurocognitif majeur n'enlève pas le droit de répondre aux besoins de nature sexuelle et ils ont le droit aussi à l'autodétermination.
C'est-à-dire quand même qu'il y a une limite à une personne, oui, peut ne pas être en mesure de gérer son compte en banque, mais est capable de quand même exprimer puis manifester ses besoins de nature affective et sexuelle. C'est sûr qu'il y a des notions de vulnérabilité dès le moment qu'il y a des atteintes cognitives, que le jugement peut être atteint. Donc, parfois, il va y arriver que une résidente ou un résident va développer une relation avec un autre résident, alors que le conjoint qui est à l'externe, qui n'est pas atteint, soit encore vivant. Donc, il faut beaucoup aborder ce sujet-là dans la transparence et donc impliquer les proches. Il faut beaucoup s'intéresser à la compatibilité cognitive quand c'est entre un résident et une résidente, là, dans un nouveau couple, là, dans un milieu de vie. Parce que s'il y a une personne qui a un stade très avancé de la maladie et un autre qui a un stade très léger, mais vous comprenez que les enjeux ne sont pas les mêmes. Est-ce que la personne a la capacité de donner son consentement, que ce soit verbal ou comportemental? Quels sont les gestes aussi qui sont posés? Est-ce que les gens se donnent la main et se donnent un bec ou c'est des rapports sexuels complets? Bien, ça aussi, c'est à considérer dans la manière qu'on va cheminer, qu'on va évoluer, puis on va accompagner les parties prenantes. Puis évidemment, ça demeure du cas par cas parce que des situations complexes sont très fréquentes. J'en rencontre souvent dans mon travail. Un conjoint ou une conjointe qui est à un stade léger de la maladie, qui exprime très clairement ses besoins sexuels, mais que le conjoint, la conjointe ne veut pas parce que dans le milieu de vie ou autre, en fait, il ne se sent pas à l'aise et que bien, ce conjoint-là ou cette conjointe-là va vers d'autres résidents puis que là, finalement, la situation dégénère un petit peu. Lorsqu'aussi, on est face à une situation qu'une personne commence à développer des rapports affectifs avec une personne du même sexe, alors que dans sa vie, elle était plutôt hétérosexuelle. Lorsque ça concerne des personnes religieuses, par exemple, j'ai vu toutes sortes de choses dans ma carrière pour vous dire que c'est complexe. Mais à la base, il ne faut pas priver d'emblée le droit à une vie affective et sexuelle auprès des personnes âgées atteintes de troubles neurocognitifs majeurs. Alors, ça sera tout pour cette capsule vidéo. Mon message principal que je voulais, parce que, comme je vous dis, aborder ça en profondeur, c'est un peu difficile dans une courte vidéo, mais c'était tout simplement qu'il n'y a pas une interdiction formelle d'emblée à la vie affective et sexuelle des personnes avec troubles cognitifs. Merci beaucoup pour votre attention.